Tous les soirs, on rentre dans les coulisses du biz pour comprendre comment les décisions importantes sont prises avec nos communicants. Avec nous ce soir, Jérôme Vallu, bonsoir. Vous êtes associé chez ICP Consulting. Et Olivier Bischoff, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes associé chez Densu Consulting. Et on commence tout de suite, messieurs, par Airbus qui change de tête. Guillaume Faury succède à Tom Enders à la présidence de l'avionneur européen. Le nouvel homme fort va devoir faire face à de nombreux défis industriels et commerciaux, mais aussi à des enquêtes judiciaires qui pèsent sur le groupe. Première question, messieurs, comment imprimer sa marque pour Guillaume Faury ? Qui veut commencer ? Olivier Bischoff. Vous voulez ? Écoutez, moi d'abord, on peut se réjouir qu'un Français soit à la tête d'Airbus. Après, Dominique Faury, ce n'est pas le patron d'industrie le plus connu. Il est arrivé à la tête d'Airbus un petit peu par défaut. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que sa nomination est un pis-aller, hein. Loin s'en faut, je ne me l'autoriserai pas, mais elle résulte quand même d'un jeu de quilles, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui avaient été pressenties pour présider Airbus, et elles ont fait l'objet effectivement d'une enquête anticorruption, donc elles ont été écartées, puisque, et vous l'avez rappelé, Airbus est soupçonné d'irrégularité dans des transactions à certains intermédiaires. Alors je ne sais plus qui disait effectivement que une carrière professionnelle se construit à la fois à coup de compétences et à coup de chance, mais j'ai le sentiment effectivement que Dominique Faury a su combiner assez opportunément les deux facteurs. Maintenant, il va falloir qu'il prenne la mesure effectivement de sa fonction et qu'il impose sa griffe, qu'il impose son label. Et c'est d'autant plus important que, comme je le rappelais, ça n'est pas un patron d'industrie auquel on accorde une ligne de crédit d'emblée très largement ouverte. Donc évidemment, pour répondre à la question de savoir comment réussir son entrée en fonction, on ne va pas établir naturellement le vade-mecum en 10 points du bon chef d'entreprise. En revanche, c'est à l'aune de son aptitude à porter une vision, à définir une ambition et puis évidemment à rappeler les principales missions d'Airbus, qu'il sera jugé et qu'il arrivera à installer sa gouvernance et à acquérir sa crédibilité et sa légitimité. Puis il va falloir aussi, et après je vous laisse la parole, il va falloir aussi qu'il réponde aux enjeux auxquels est confronté Airbus aujourd'hui. Ils sont nombreux. Et ils sont absolument nombreux, on pourrait y revenir tout à l'heure. Après que... Jérôme Vallu, les premiers mois de prise de fonction d'un dirigeant, ils sont déterminants ? Absolument. En fait, tout le sujet, je crois que c'est la fin des patrons stars, hein, on le voit bien, mais néanmoins, on cherche des patrons qui ont de l'autorité. Et en fait, s'il faut repartir de l'étymologie d'autorité, autorité, ça vient de auteur, octor. Et c'est parce qu'on est capable de raconter l'histoire, parce qu'on est capable de proposer une vision, que finalement on construit cette autorité. Donc ce qu'on va attendre de lui, c'est cette capacité à raconter l'histoire. Et il y a une très belle histoire, parce que finalement, Airbus est un fleuron de l'Europe, et qu'il va falloir continuer à raconter cette capacité d'Airbus à coopérer en Europe. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie des ailes du A350 qui sont fabriquées en Angleterre. Donc il y a quand même des histoires à raconter. Donc il y a cette histoire d'autorité qui me semble intéressante. J'entendais Sébastien Bazin, patron d'Accor, raconter son métier. Il disait, mon métier aujourd'hui, c'est expliquer. Donc ils ont besoin, parce que on est dans un monde de transformation, on a besoin de raconter l'histoire. Et je pense que l'autorité, et d'ailleurs toutes ces nouvelles générations cherchent le sens, et elles le trouvent non pas dans ce que raconte la marque, mais dans ce que racontent les auteurs de la marque. Et finalement, ce qu'on attend de ce nouveau patron, c'est d'être un auteur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les patrons qui gèrent, qui incarnent la marque. Absolument. Plus que jamais. Mais plus que jamais. Parce que nous, public, on n'a pas envie d'avoir des marques en face de nous, on a envie d'avoir des humains. Et on a besoin de gens qui nous racontent des histoires. Oui, je suis assez d'accord. Pour rebondir un peu sur les propos de Jérôme, effectivement, autorité, ça vient du latin autoritas, ça vient du verbe latin augere qui signifie faire croître et faire grandir. Donc en l'occurrence, effectivement, un patron aujourd'hui, sa vocation, c'est de faire croître à la fois son entreprise et de faire grandir ses collaborateurs. Mais dans le cas précis de notre ami Dominique Faury, il va falloir qu'il réponde aux enjeux auxquels est confronté aujourd'hui. Et je le disais tout à l'heure. Je répète les enjeux. Défi industriel, accélérer la cadence de production de l'A320. Enjeu commercial également, relancer Airbus sur le plan commercial en plein repli des commandes. Et aussi un défi judiciaire avec toutes les enquêtes qui sont en cours. Absolument. Alors si on reprend les enjeux, moderniser effectivement son outil industriel,
industrielle, avec notamment l'arrivée des nouvelles technologies liées au numérique. C'est aussi d'être extrêmement vigilant quant aux performances environnementales de ces avions. C'est gérer sa flotte, c'est-à-dire la fin programmée de l'A380, la consolidation du succès de l'A320 Neo, et puis la montée en puissance de l'A350, qui va devenir un fleuron d'Airbus. Il devra aussi, Dominique Faury, faire face aux menaces américaine, en particulier à celle de Donald Trump, qu'il a lancé hier. Absolument. Oui, absolument. Et donc il va falloir qu'il soit fort, qu'il soit résolu, qu'il ne se laisse pas intimider par les Américains et surtout qu'il ne cède pas à leurs injonctions. Alors si j'étais un petit peu trivial, je dirais qu'il va falloir qu'il soit sacrément costaud pour faire face à l'expression très véhémente, effectivement, de ce mécontentement. Et puis, il va aussi devoir faire face à un carnet de commandes qui a tendance à chuter cette année, contrairement aux années précédentes. Et ça a été dit par Jérôme tout à l'heure, au Brexit, qui peut avoir des conséquences très importantes sur la compétitivité d'Airbus, puisque je rappelle qu'il y a quand même 14 000 salariés qui travaillent en Angleterre. Voilà pour les défis de Guillaume Faury, qui succède à Tom Enders. Autre actu dans les coulisses du biz, c'est l'entrée en bourse d'Uber. Une demande va être déposée demain auprès de la SEC. Le groupe viserait une valorisation entre 90 et 100 milliards de dollars. Ça en ferait la plus importante IPO de l'année à Wall Street. Jérôme Vallu, comment on réussit son IPO, son entrée en bourse ? Je pense que le défi d'Uber, il est double. Et il est d'abord de continuer à montrer que c'est une entreprise de cette nouvelle économie. D'ailleurs, je crois que vous avez une petite vidéo qui est très intéressante, qui montre la puissance de cette nouvelle économie. Et cette nouvelle économie, elle est bâtie sur une chose, c'est courir très vite derrière le nombre de membres. Et on voit d'ailleurs dans cette vidéo que les marques qui aujourd'hui ont le plus de valeur sont les marques qui ont couru derrière le nombre de membres. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Metcalfe qui dit la valeur d'un usage est proportionnelle au carré du nombre de ses membres. Pas de ses clients, de ses membres. Donc en fait, c'est le nombre de membres qui fait la valeur d'une entreprise. C'est pour ça que Facebook a racheté WhatsApp 21 milliards de dollars pour 650 millions de membres. Donc c'est le nombre de membres, c'est pas le chiffre d'affaires. Et on voit d'ailleurs là Apple, Google et on voit Amazon qui arrive derrière, qui en quelques années, parce qu'ils sont dans ce mythe de la nouvelle, dans cette nouvelle économie, sont arrivés à Uber doit rentrer dans cette logique-là. Donc conquérir le nombre de membres, et c'est pour ça qu'ils vont chercher des millions. Et puis le deuxième sujet, ça va être la réputation. Travis Kalanick a quand même laissé quelques scories sociales dans le sujet. Donc comment, là pour le coup, aussi raconter cette histoire et reconstruire une réputation autour de quelques enjeux sociaux, environnementaux. Comment devenir non plus un outil de chauffeur de taxi, entre guillemets, mais une plateforme de mobilité moderne. Olivier Bischoff, Jérôme Vallu le disait, il faut que Uber montre patte blanche aujourd'hui ? Oui, au niveau de sa réputation, après toutes les frasques de son ancien PDG. Absolument, mais de toute façon, pour réussir un IPO, et Jérôme le disait, il y a un certain nombre de prérequis. On doit préparer le travail, on doit faire des rencontres, on doit être très rigoureux, on doit être patient et s'inscrire dans le temps, parce que c'est une logique qui prend à minima 1 an. Mais sachant que l'objectif principal, ça reste tout de même de séduire les investisseurs. Et pour séduire les investisseurs, effectivement, on doit valoriser ses actifs. Et ses actifs tangibles, mais également ce qu'on appelle ses actifs intangibles. Et dans les actifs intangibles, on y met la réputation, l'image, la confiance, la personnalité des dirigeants. Et puis, il faut vendre une stratégie qui est contrôlée, qui est maîtrisée. Un IPO, en fait, c'est un exercice de communication qui est assez redoutable et qui répond à des attendus très précis. Il faut que la mariée, en quelque sorte, soit la plus saillante possible. Et si on veut obtenir des capitaux pour financer le développement de l'entreprise, sans passer par la case endettement, il faut vraiment être le plus séducteur possible. La vraie question qui se pose, en réalité, avec Uber, dont on sait qu'elle veut lever 10 milliards de dollars pour une valorisation comprise entre 90 millions et 100 millions de dollars, ce qui en ferait effectivement... 100 milliards. Ce qui en ferait l'une des IPO les plus importantes de l'histoire avec celle d'Alibaba en 2014, c'est de savoir si c'est le bon moment.
Et oui, parce que Lyft, oui, et le concurrent américain, oui, c'est pas ça. Uber a subi 2 années de pertes consécutives. En cumulé, ça doit représenter 4 milliards de dollars. Ils ont 3 milliards de dollars de pertes d'exploitation Voilà. pour un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars l'année Et dernière. puis c'est une entreprise qui a beaucoup diversifié ses activités et qui a consenti des investissements très importants pour développer son activité originelle de VTC partout dans le monde. Donc toutes ces dépenses engagées, cette concurrence en plus accrue peut constituer ou pourrait constituer des freins à l'appétence d'investisseurs potentiels. On suivra ça évidemment avec vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Jérôme Valu, associé chez ICP Consulting, et Olivier Bischoff, associé chez Denso Consulting. Merci.